Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. Voici le sommaire. Le vent de la modernisation des marchés du Bénin gagne la ville de Paou. Elle dispose désormais de marchés régionaux modernes. Le joyau vient d'être inauguré. Bientôt une marque de pain tissé propre à la Donga. Les artisans sont en formation pour la création de leur label, une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce. Comment faire respecter le principe de pollueur-payeur? Des universitaires béninois s'intéressent à la question. Leur réflexion porte sur le thème justice environnementale et climatique. Le projet de modernisation des infrastructures marchandes du Bénin se poursuit. Après plusieurs autres marchés, celui de Paou vient d'être inauguré. Voici le récit de la cérémonie d'inauguration avec Heureuse Danodé. Que cet espace soit une source de prospérité, de paix et de progrès pour notre nation. Avec les bénédictions de la ministre du Commerce et d'Industrie, le nouveau marché de Paou ouvre ses portes. Un cadre flambant neuf qui reçoit les marchands de Paou et environ dans une liesse populaire parée de leurs plus belles tenues. Et pour un premier jour de vente, même les articles sont tout neufs. L'événement est de taille. C'est un point de rupture définitive entre le marché de Paou d'avant et celui d'après. Aux heures glorieuses de l'OCBN, le train s'arrêtait ici, à ce carrefour. Et les producteurs de la région de Ouida, Savi, Gakpe, Avlekete, Tori, etc., et même Alada et autres, ramenaient ici leurs produits qu'ils convoyaient par le train vers l'intérieur du pays. Les échanges commerciaux ont continué dans le temps, bien que le train ait cessé de siffler à un moment donné. Et on ne peut que saluer la bravoure de nos mamans de Paou. Elles méritent d'avoir une infrastructure aussi belle et aussi majestueuse. Plus qu'une simple inauguration, je perçois plutôt que nous écrivons ensemble, en ces instants, une nouvelle page de l'histoire de la dite commune, une page d'espoir, de dynamisme et de prospérité. Les autorités politico-administratives et les populations de Ouida célèbrent donc la renaissance d'un haut lieu de transactions économiques, désormais classifié marché régional et étendu sur plus de 3 hectares. Le marché régional de Paou est une infrastructure de référence avec 1648 espaces de vente comprenant 1260 étals primeurs, 47 boutiques, 10 restaurants, 4 boucheries, 196 poissonneries, 3 grands magasins de stockage, 5 magasins modulaires et 127 espaces à ciel ouvert délimités. Il dispose également d'installations modernes telles que des bureaux administratifs, des toilettes, des douches, une infirmerie, un système de sécurité incendie, un parc auto moderne. L'ANAGEM, en collaboration avec toutes les parties prenantes, s'engage à assurer une gestion rigoureuse de cette infrastructure. Je le cite, j'ai foi en notre capacité à construire une nation forte, riche et encore plus solidaire, qui assure à tous une vie décente. Fin de citation. Nous y sommes. Aujourd'hui, qu'il vente ou qu'il pleuve, que le ciel tonne ou gronde, plus rien ne peut empêcher le marché régional de Paou de s'animer comme un grand marché. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé un panel sur les chaînes d'accompagnement aux PME, et cela à l'occasion du mois de l'entrepreneur. Les échanges ont permis de faire la lumière sur les opportunités à saisir pour la survie, voire la rentabilité des entreprises. Herman Rodrigue Améga et Alexis Segbemo. Au Bénin,
Comme dans de nombreux pays en Afrique, l'entrepreneuriat féminin est en pleine expansion. Selon des chiffres rapportés par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, 33% des 56 579 nouvelles entreprises créées au Bénin en 2022 sont détenues par des femmes. C'est une guerre personnelle, interne, comme personne ne voit. Quand on se lève le matin, on a envie de tout abandonner et 10 minutes après, on se dit « Ok, il y a un client qui m'appelle et je dis « Ok, je continue ». Il y a 7 ans, Monique a mis en place son entreprise de commercialisation de riz, produit au Bénin. Pour le compte du mois du consommation local en octobre, la chef d'entreprise a reçu un bon de commande de 3 tonnes qu'elle n'a pu honorer, faute de moyens. Je ne savais pas que je pouvais avoir l'opportunité de venir à la CCB pour régler ce problème-là. Quand des situations comme ça vous arrivent, vous avez envie de tout abandonner. Pourtant, des mécanismes existent pour accompagner les micro, petites et moyennes entreprises, comme l'ADPME. L'ADPME ne répond pas systématiquement aux besoins des cibles. Les cibles viennent, on qualifie la demande, on fait un diagnostic, on voit quels sont les points d'amélioration, les forces et les faiblesses. Si l'entreprise est structurée, on la met en relation avec une structure d'appui à l'entrepreneuriat qui élabore un plan d'accompagnement en fonction des besoins identifiés. Si l'entreprise n'est pas structurée, on essaie de l'accompagner dans la structuration. Le cas pratique de Monique, exposé lors de ce panel organisé à l'occasion du mois de l'entrepreneur, a permis à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin de repréciser ses missions et faciliter qu'elle accorde aux entrepreneurs. Les entreprises font face à des questions de gouvernance, les entreprises font face à des questions d'accès au marché, les entreprises font face à des questions de visibilité. Et lorsque vous travaillez sur tous ces maillons du développement d'une entreprise, vous arrivez donc à cerner l'entièreté de la préoccupation de l'entreprise et vous adressez les bonnes réponses à ces préoccupations. Le 17 juillet 2024, le Conseil des ministres a annoncé la création du Fonds d'investissement et de garantie des PME. Il s'agit d'un établissement financier à caractère bancaire pour faciliter l'accès au crédit aux jeunes entrepreneurs. Les spécificités de cet outil ont été exposées aux participants de ce panel. Les promotrices d'entreprises savent désormais à quelle porte toquer. Parlant toujours d'entreprise, intéressons-nous maintenant à la FinTech ou encore la technologie financière. C'est une plateforme qui vous donne accès aux opérateurs GSM ou aux sites de paiement digitaux. Elle vous permet de payer aussi vos factures d'électricité ou d'eau en ligne. La technologie au service de la finance, c'est le dossier du jour avec Rebecca Kenjanhoundé. En un clic, vous pouvez payer vos factures d'électricité ou d'eau. Mais pour valider la transaction, vous devez choisir un mode de paiement. Et c'est là qu'elle intervient, la FinTech. La FinTech, la technologie de la finance, c'est l'ensemble des mécanismes qu'on met à la disposition de la population pour faciliter l'inclusion financière, les transactions économiques dans une certaine couche de la population qui n'a pas accès aux services conventionnels ou pour faciliter les transactions et le flux commercial. Et ces solutions sont développées par des startups, de jeunes entreprises anticipant une forte croissance et fondant leur activité sur une innovation. Les FinTech sont complémentaires aux activités traditionnelles de la banque. Les FinTech aujourd'hui aident les banques à toucher une autre cible, à toucher plus de personnes. Si on prend par exemple notre wallet, si on prend notre portefeuille mobile et on prend un téléphone sur lequel j'ai un compte bancaire, pour envoyer de l'argent sur mon mobile money ou bien envoyer de l'argent à une personne, je transfère simplement l'argent de mon compte bancaire vers mon portefeuille mobile money. Et donc ce n'est pas du tout une concurrence, mais c'est beaucoup plus de la complémentarité parce que l'un a besoin de l'autre et vice-versa. Depuis 2019, au Bénin, des startups relèvent le défi de la finance digitale. Les plus connus, FedaPay et KakiaPay, des solutions créées par de jeunes Béninois et qui facilitent les échanges entre services publics et privés. Quand vous regardez par exemple des industries comme la restauration en ligne, de manière classique, les gens achetaient le repas en ligne, puis payaient à la livraison, en cash. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas une technologie fiable qui pouvait leur permettre de payer à distance.
Nous nous sommes dit, puisque l'argent est déjà dématérialisé dans un portefeuille électronique, pourquoi ne pas utiliser cet argent dématérialisé pour payer à distance? KKPay permet aujourd'hui à des populations qui disposent d'un portefeuille mobile money chez 14 opérateurs de la sous-région de pouvoir utiliser cet argent pour payer sur n'importe quelle plateforme mise en ligne par un marchand. Donc, l'objectif, c'est de faciliter l'utilisation journalière de chaque personne. C'est vrai qu'on ne pourra pas dématérialiser tous les services parce qu'il y a des services qui, obligatoirement, il faut se déplacer. Mais au maximum, nous allons essayer et nous essayons d'apporter une solution et des solutions pour rendre plus facile la vie de nos concitoyens et des personnes qui utilisent nos solutions. En clair, la FinTech se présente comme un agrégateur de paiement en ligne. Elle est également conçue pour gérer les fraudes ou les malcompréhensions entre clients et marchands. Il peut arriver que parfois, c'est le client qui n'a pas compris le service et qui ne veut plus y adhérer. Il peut arriver que parfois, on ait l'impression qu'on a payé pour un service qui ne convient pas à notre besoin. C'est aussi ça le rôle d'un agrégateur de paiement. De pouvoir avoir la garantie qu'en cas de non-satisfaction du service ou que le service n'a pas été rendu, que vous pouvez vous retourner et réclamer votre argent. Aujourd'hui, les FinTech ont littéralement démocratisé les services de paiement numérique. Le cash ne sonne plus, la technologie prend le relais en douce. La vie devient certes plus aisée avec la technologie, mais une grosse question demeure: comment protéger nos données face à cette révolution? Ils auront bientôt une marque propre à eux. Les tisserands de la Donga sont en formation pour créer une marque collective. Une idée du ministère de l'Industrie et du Commerce pour donner un label bénin aux pailles tissées. Idée soutenue par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Retrouvons à Djougou Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Le tissage se déroule très bien sous le regard effectif du formateur au grand métier, Sabi Lafia. Une routine du quotidien qui va céder place à une autre formation des tisserands. La création d'une marque collective est au menu. Sur l'instruction de notre ministre, nous sommes venus pour les former, les amener à s'approprier et à maîtriser la question de la marque, et particulièrement la marque collective qui recouvre beaucoup d'avantages. La coopération par exemple. Ils vont apprendre à travailler ensemble pour ressortir la qualité de leur activité et protéger leurs produits. Quand on travaille en coopération, on peut chercher à dompter de grands espaces par rapport à la commercialisation de leurs produits. Et ça va apporter le développement et il y aura une valeur qui va s'ajouter dans la chaîne des valeurs sur le plan financier. À l'espace tissage de Djougou, le site retenu pour cette formation, le coton 100% bio, le label béninois, est un choix adopté par tous. Relever en plus le défi d'une marque collective ne serait que du pain béni. C'est une très bonne initiative parce que grâce à cette marque, nos produits seront reconnus un peu partout dans le monde. L'artisanat béninois est en train de se développer. C'est une bonne idée. Aujourd'hui, prenez l'exemple du Burkina où on dit Faso d'Afani. Mais n'importe où on va, tout le monde reconnaît. Des fois, même nous, on travaille, on fait sortir nos propres produits et les gens pensent que c'est pour le Burkina. Mais c'est à défaut de marque. S'il y avait nos marques dedans, même si ça se ressemble, on sait que ça vient du Bénin. L'accord de Bangui, adopté le 2 mars 1977, indique les personnes habilitées à bénéficier de la marque collective. Il s'agit des groupements de droit public, des syndicats ou groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants. C'est un renfort pour le secteur halieutique au Bénin. Le port de Cotonou vient de faire don de 2 pirogues en fibre de verre au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. De quoi améliorer les conditions de travail des pêcheurs et promouvoir une pêche durable. Christelle Tongodo et Wenceslas Awaimo. Plus légère, plus stable et dotée d'une durée de vie de 25 ans, les pirogues en fibre de verre révolutionnent la pêche artisanale au Bénin. Avec une consommation réduite en carburant,
Ces embarcations modernes apportent des solutions concrètes aux défis rencontrés par les pêcheurs, souvent confrontés aux limites des pirogues traditionnelles en bois. Ces pirogues sont également conçues pour minimiser l'impact écologique des activités de pêche, car elles nécessitent moins de ressources pour leur fabrication et une empreinte écologique réduite par rapport au modèle en bois ou en métal. L'achat de ces deux pirogues, le don vers le ministère, c'est vraiment pour étudier si ces navires, ces embarcations sont utiles pour notre communauté de pêcheurs, avec l'idée de construire des pirogues en fibre de verre dans le projet de port de pêche même. Les pirogues en fibre de verre qui sont aujourd'hui proposées permettent de résoudre ce problème, de les traquer, de savoir où ils sont, où ces pêcheurs-là se trouvent et comment il faut leur porter assistance. Chers collègues pêcheurs, ces pirogues ne sont pas seulement des outils de travail, elles représentent l'espoir d'une pêche artisanale plus productive et respectueuse de nos ressources halieutiques. Au nom du président national de l'UNAPEMAB, nous nous engageons à en faire bon usage et surtout rendre compte fidèlement aux autorités du MAEP des avancées de nos différents résultats. Ces pirogues ouvrent ainsi la voie à un avenir durable pour la pêche au Bénin. L'organisation internationale Direct Aid vient en aide aux populations sinistrées des inondations de 2024. Elle a procédé à une remise de kits d'assistance humanitaire et de barques motorisées. La remise a eu lieu hier au siège de Direct Aid à Cotonou. Simon Villon, Ariane da Silva. Sauver des vies, atténuer des souffrances et préserver la dignité humaine pendant et après des situations d'urgence. C'est ainsi qu'on définit l'aide humanitaire, un domaine dans lequel s'investit l'organisation internationale Direct Aid depuis plusieurs années. Au Bénin, à travers la signature d'un protocole d'accord de partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en 2017, elle porte des initiatives pour contribuer à réduire les risques de catastrophes naturelles. Dans le cadre de la gestion des inondations de 2024, l'organisation offre aux populations sinistrées des kits d'assistance humanitaire et des barques motorisées. Cette activité consiste à distribuer 2000 kits de vivres et non-vivres et de 5 barques motorisées. Ces kits sont composés de sacs de riz, bidons d'huile, tomates en boîte, de sucre, spaghettis, de coquillettes, de sel de cuisine, de savon, couvertures, moustiquaires et de feuilles d'automne. 11 communes des départements de la Liborie, de l'Atakura, du Zou, des Collines, du Mono et de l'Ouémé bénéficient de ce don. L'année 2024 a été marquée par des statistiques peu reluisantes en ce qui concerne les inondations. Face à ces phénomènes, les populations sinistrées sont toujours soutenues par le gouvernement à travers le Fonds national de réponse aux catastrophes, Fonds 4. En raison de l'immensité et de la diversité des besoins, les contributions des partenaires ont toujours été d'une complémentarité appréciable. Je voudrais inviter les maires des communes à prendre des mesures nécessaires pour que les dons soient mis à la disposition des vrais sinistrés. J'exhorte les populations à intégrer l'utilisation des barques motorisées dans leurs déplacements fluvio-lagunaires afin de réduire les risques d'accidents liés à l'eau. Ce don de Direct Aid est évalué à 108 240 000 francs CFA. Inclusion au travail des personnes en situation de handicap, des responsables d'entreprises et autres acteurs clés de l'emploi se penchent sur la question. C'est une initiative de l'ambassade de France. Elle vise à évaluer l'employabilité des personnes en situation de handicap. Simon Villon, Ulvaeus Balogun. En dehors de la politique nationale de l'emploi, où la qualité d'inclusion a été moyenne, la prise en charge des personnes en situation de handicap est faible. C'est un constat alarmant qui n'échappe pas au pouvoir public. Malgré le vote en 2017 de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, leur inclusion au travail demeure une gageure.
L'intégration des personnes handicapées dans le monde professionnel n'obéit pas qu'à des logiques morales, sociétales ou même économiques. Elle est aussi un facteur de cohésion sociale. Les personnes handicapées sont parfois une source d'inspiration, un véritable modèle de dépassement de soi. Récemment, les Jeux paralympiques en ont témoigné avec des exemples extraordinaires. L'inclusion n'est pas simplement une question d'obligation ou de responsabilité. C'est également une source de valeur ajoutée pour l'entreprise. Les personnes en situation de handicap apportent de nouvelles perspectives, des compétences souvent sous-estimées et une force de caractère unique. Intégrer ces talents stimule l'innovation, la créativité et la collaboration. Ayant compris l'enjeu, des décrets d'application ont été pris en 2023 dans la décision de réserver un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics au profit des personnes handicapées. Vous savez, le seuil pour entrer au concours à la fonction publique, c'est 40 ans. Pour les personnes handicapées, ce seuil est désormais de 46 ans. Le tout premier concours qu'on avait organisé, c'est le concours de recrutement de 167 personnes au profit du ministère de la Justice. Au lieu d'avoir 9 places, nous avons eu 10 places. Après ça, un autre concours est organisé de 150 personnes au profit de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité. 8 places ont été réservées pour les personnes handicapées et 8 places ont été attribuées. Le projet de loi de finances pour le budget 2025 comporte un volet en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Aujourd'hui au Bénin, l'inclusion au travail des personnes handicapées est une réalité tangible. Quoique le secteur privé traîne encore les pas, le renforcement des efforts est ici souhaité par les parties prenantes. Le principe du pollueur-payeur, vous le connaissez sûrement, mais ce qui est moins connu, c'est comment exiger en droit le strict respect de ce principe. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin s'est préoccupée de la question hier à travers le thème « Justice environnementale et climatique ». C'est dans le cadre des vendredis de l'Académie, nous disent Benjamin Denayon et Arnaud Adadja. La justice climatique rime avec le développement durable. C'est pour garantir ce type de développement au Bénin que ces universitaires échangent avec ces étudiants. Tout est parti d'abord donc de deux grands sommets. Le sommet de Stockholm de 1972 sur, n'est-ce pas, l'environnement. C'était la première fois que toute la communauté internationale s'est réunie pour se pencher, n'est-ce pas, sur les préoccupations environnementales. Sur la question de la protection de l'environnement, il faut amener chaque destructeur à payer tout de suite sa dette. Par exemple, à la COP 29 qui s'achève aujourd'hui à Bakou, le Bénin a signé un accord historique avec la Suède sous l'article 6 de l'accord de Paris, renforçant ainsi notre engagement pour un avenir plus vert et durable. Quand on parle de justice climatique, c'est une question qui est relative à la distribution des avantages et des coûts. Or, on sait que le changement climatique est dû à nos comportements de consommation et de production qui nous poussent à émettre assez de gaz à effet de serre qui désorganisent le climat. Les souffrances humaines engendrées par des actes divers de destruction de la nature ne sont pas équitablement subies. D'où la nécessité d'éveiller la conscience de chacun de ces jeunes. Ce que j'ai compris, c'est pour réparer les inégalités entre les pollueurs et ceux qui subissent les effets néfastes de cette pollution en fait. À l'avenir, il faut d'abord commencer par sensibiliser les ménages. Les causes, c'est d'abord nos attitudes en tant qu'humains dans cet environnement. C'est nos attitudes par le biais de la pollution, la salubrité, le non-respect des articles concernant l'environnement. Pour pouvoir y remédier, c'est de sensibiliser des quartiers, des villes et même de tout le Bénin, de toucher les personnes ressources. Le développement inégalement ressenti sur la planète Terre découle du refus de responsabilité de certains par rapport à la dégradation des écosystèmes. Ces étudiants sont ici mobilisés pour inviter toute la jeunesse béninoise à une prise de responsabilité.
43e session de l'autorité du bassin du Niger. Les travaux ont pris fin hier. Les participants se sont séparés sur l'adoption d'une déclaration. Et que dit cette déclaration? Héloïse Winato et Mathieu Sokenou ont tendu le micro à Roger Barreau. Il est président du Conseil des ministres de l'ABN, autorité du bassin du Niger. D'importantes résolutions ont été prises lors de cette session et les débats riches qui ont soutenu cette décision augure d'une nouvelle dynamique pour notre maison commune. Nous avons désormais un nouveau secrétaire exécutif régulièrement recruté qui sera nommé par le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit d'une nouvelle ère qui marque une rupture avec cette longue série d'intérim. Je vous invite à accompagner le nouveau secrétaire exécutif en vous positionnant en tant qu'instance d'orientation et de suivi des indicateurs de performance qui lui seront assignés. Je voudrais terminer mon mot en réitérant mes remerciements à l'ensemble de nos partenaires pour l'appui constant dans la mise en œuvre de nos activités. J'invite le secrétariat exécutif à la mise en œuvre diligente des résolutions. Je tiens à réaffirmer ma disponibilité pleine et entière et celle du président du sommet des chefs d'État pour accompagner le secrétariat exécutif à la mise en œuvre et à la conduite de toutes les résolutions. L'interactualité pour boucler ce journal, c'est une compilation de Rodrigue Herman-Améguin qui nous amène successivement en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Des accusations de harcèlement sexuel pèsent sur le taekwondo ivoirien. Principal accusé, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale Tadjou Atada. Son procès s'est ouvert ce vendredi devant les juges. Mariama Sissé, 26 ans, une des plaignantes, explique avoir été mise à l'écart de l'équipe nationale après avoir refusé les avances répétées de l'entraîneur. La vice-championne d'Afrique 2022 estime que ce coach l'a notamment privé des championnats d'Afrique organisés en Côte d'Ivoire en novembre 2023. Audrey Akashia, 25 ans, est également venue témoigner. Elle affirme avoir été victime d'attouchement de la part du même entraîneur lorsqu'elle avait 18 ans. C'était en 2017. La Fédération ivoirienne de taekwondo, qui s'est constituée partie civile, a porté plainte contre l'entraîneur Tadjou Atada pour atteinte à sa réputation et aux valeurs olympiques qu'elle promeut. L'accusé était absent lors de l'audience. Le procès a donc été renvoyé au 13 décembre pour la comparution du prévenu. Au Mali, la passation de pouvoir a eu lieu ce vendredi 22 novembre 2024 à la primature. Le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, nommé la veille, remplace Choguel Kokala Maïga, démis de ses fonctions après ses propos virulents contre les militaires qui tiennent le pays. Le général Maïga a dévoilé jeudi après-midi déjà la composition du nouveau gouvernement de transition. Tous les ténors du précédent gouvernement sont reconduits. Quelques changements cependant avec 7 entrées et 7 sorties. Le nouveau gouvernement compte 28 ministres, autant que le précédent. Bassirou Diomaye Faye va se rendre au Kremlin en 2025. La date n'est pas encore connue, mais le président sénégalais a reçu l'invitation de Vladimir Poutine lui-même à l'occasion d'un échange téléphonique entre les deux chefs d'État. Ils ont par ailleurs évoqué la coopération entre les deux pays et les projets communs dans différents secteurs économiques. Cet échange intervient quelques jours seulement après la victoire du PASTEF lors des dernières législatives. Fort d'une large majorité au Parlement, le président sénégalais et son gouvernement ont désormais les coudées franches pour mettre en œuvre ce qu'ils qualifient de politique de rupture. C'est la fin du journal. Merci de nous renouveler votre confiance.